Bonjour, écoutez, je suis très content de vous retrouver après quelques mois d'absence, un été bien occupé, et voilà, donc j'arrive enfin à retrouver du temps pour recommencer les sessions avec une nouvelle configuration. J'en profite pour remercier, on a un abonné très gentil qui nous a fait un don, qui nous a aidé à acheter un petit peu de matériel supplémentaire. Et je teste donc aujourd'hui un enregistrement avec, voilà, c'est une caméra. Euh, on va donc essayer ce nouveau format, je vais voir comment ça fonctionne. Donc c'est plus en public, mais si ça fonctionne bien comme ça me permettra de peut-être faire en streaming, en direct, du coup, peut-être voilà une fois par semaine, je sais pas. Je vais aussi tester un format peut-être un petit peu plus court, autour de 1h30, pour la globalité de la session. Donc on va la couper en deux, hein, comme d'habitude. Donc là pour le moment, voilà, j'ai à ma droite, j'ai mon écran, donc je suis un petit peu au début parasité par la technique. C'est vrai que voilà, ça demande un petit peu de technicité, finalement, de pouvoir mettre des vidéos sur YouTube. Donc voilà, j'apprends un petit peu au fur et à mesure. Écoutez, on va commencer sans plus tarder. On en était donc page 77. C'est donc la suite, hein, de la dernière séance qui avait eu lieu, c'était en juin dernier. Et dans cette séance, Seth nous expliquait que, eh bien, voilà, le monde que vous connaissez est le reflet d'une réalité interne. Et à ce sujet, je viens également de poster le résumé du chapitre 2, que vous trouverez donc en vidéo. Et il parle notamment de ce point-là. Donc voilà, je le révoque en tout cas dans ma vidéo de résumé du chapitre 2. Et on enchaîne, donc on est en bas de la page 77. Donc Seth dit à ce moment-là que vous êtes fondamentalement constitué des mêmes ingrédients qu'une chaise, une pierre, un cœur de laitue ou un oiseau. Donc il repart dans son explication que il y a une conscience derrière chaque objet et que notre corps est l'objet le plus proche finalement que nous ayons sous la main. Et que donc, eh bien finalement c'est cette conscience qui est la trame commune de tout ce qui se passe autour de nous. Et là notamment il prend voilà, des objets, des êtres vivants, en affirmant que c'est exactement le même élément qui constitue la base de tous ces éléments-là. Alors d'un point de vue chimique, je dirais, ça ne nous surprend finalement pas beaucoup, hein. On sait que effectivement tout est constitué d'atomes, les atomes sont attachés entre eux, ça forme des molécules, et que finalement c'est effectivement la même formule chimique qui fait que toute la réalité autour de nous voilà, est constituée de ces mêmes éléments primordiaux. Atomes, hein, ça veut dire qu'on ne peut pas couper, hein. Donc c'est voilà, le plus petit élément, à la base, c'est comme ça qu'on les voyait en tout cas, qu'on ne peut pas séparer, qui constituait toute la matière, qu'elle soit morte, une pierre, une chaise, ou vivante, hein. Nous sommes constitués des mêmes éléments. Mais je pense que ce que Seth veut dire derrière, bien sûr, lui, il parle de la conscience, j'imagine. Il ne parle pas de la physique ou de la chimie qui constituent les matériaux. À mon avis, il est en train de parler du fait qu'il y a cette réalité interne, il nous dit, donc quelque chose qui est lié à la conscience directement, donc vraiment impalpable, et c'est ça qui crée fondamentalement tout ce qui est dans le monde physique autour de nous. Et il enchaîne en disant, dans une gigantesque entreprise de coopération, toute la conscience s'unit pour fabriquer les formes que vous percevez. Donc c'est bien effectivement ce que je venais de dire, c'est-à-dire que c'est la conscience et c'est la même nature de conscience qui va créer, il dit, une chaise, une pierre, un cœur de laitue ou un oiseau, ou bien sûr un être humain.
la conscience a une nature un peu unique. Moi, c'est ce que je comprends en tout cas dans cette proposition de 7. Elle a son fonctionnement, elle est finalement la base de ce qui constitue d'une part la réalité physique, mais aussi la réalité complète, globale, qui n'est pas forcément visible pour nous. Et il parle même d'une entreprise de coopération, c'est-à-dire que il y a une co-création, il en a déjà parlé avant. Dans tout ce que nous voyons autour de nous, il y a une co-création des différentes consciences. Donc soit on peut considérer que la conscience finalement elle est unique, c'est la conscience qui a créé toutes les entités, toutes les personnalités, donc on est tous reliés, donc c'est un point de départ, une conscience unique qui s'est séparée, individualisée en des consciences différentes, reliées mais avec chacune leur part d'autonomie. Et ou alors on considère qu'elles sont dès le départ séparées, ça peut-être, voilà, Seth en parlera plus clairement plus tard, ou en tout cas c'est une matière à réflexion, en tout cas là-dessus. Mais en tout cas cette conscience, elle est unique dans sa nature. Soit elle est unique tout court, soit elle est unique dans sa nature. Et c'est le point de départ de ce qui crée notre réalité physique, donc c'est en ça qu'il parle de coopération. Et il revient sur lui, ce qu'il est en train de vivre de son côté avec ses congénères dans son environnement, et il dit, or, comme nous savons tout cela, avec la conscience que lui il a de la manière dont la conscience crée justement la réalité, nous pouvons changer notre environnement et notre forme physique, comme nous le souhaitons. Ça aussi, c'est rappelé dans le résumé du chapitre 2, donc vous voyez, là on est déjà au chapitre 3. En fait, j'ai l'impression que Seth vraiment arrive par petites touches, il amène des éléments, il les répète, en les complétant à chaque fois, pour qu'on arrive à avoir un tableau à peu près complet de ce à quoi peut ressembler la réalité globale, dans sa complétude. Mais comme intellectuellement c'est compliqué pour nous, puisque ce n'est pas visible, il est obligé d'amener des éléments un par un, de les répéter, de les marteler, pour que ça devienne quelque part quelque chose dans notre fonctionnement, quelque chose qui nous appartienne dans notre manière de voir le monde. Et ça permet de développer, je pense, notre intuition. Ça permet de développer nos sens internes. C'est ce que Seth cherche à faire également depuis le début du livre. Donc ça nous amène à améliorer la relation qu'on peut avoir de l'intérieur avec la réalité physique, ou peut-être donc une réalité plus globale. Et donc il continue sa phrase, on est toujours la même phrase. Or, comme nous savons cela, nous pouvons changer notre environnement et notre forme physique comme nous le souhaitons, et sans brouillage, car nous percevons la réalité qui se trouve en dessous. Voilà, je pense que là c'est assez clair par rapport à ce que je viens de rappeler. Et le paragraphe suivant est également très intéressant puisqu'il dit « Nous savons également que la permanence de la forme est une illusion, puisque toute conscience est nécessairement en état de changement. Puisque la forme est la résultante extérieure d'une conscience intérieure, comme toute conscience est en évolution, bouge, change en permanence, et bien de fait, toute la réalité autour de nous, qu'on considère comme stable et fixe, en fait, subit des modifications en permanence. Et ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental que Seth nous explique, qu'on n'arrive pas à percevoir et donc qu'on ne comprend pas. Il y a besoin de passer par quelque chose d'intuitif ou peut-être de développer des sens internes. Moi, en tout cas, aujourd'hui, avec les exercices que j'ai déjà expérimentés, voilà, je cherche à aller explorer ce dont Seth parle au niveau des sens internes. Alors voilà, il y a peut-être des éléments petit à petit qui arrivent. Je pense que c'est plutôt de l'ordre intuitif pour le moment, en tout cas en ce qui me concerne, que des éléments vraiment de compréhension, de ressenti, tels qu'on peut avoir du même niveau avec nos sens physiques.
Les sens internes, c'est quand même quelque chose de plus subtil. Donc moi, en tout cas, j'en suis pas au niveau de perception de mes sens internes au même niveau que mes sens physiques. Voilà, je vous mentirais si je disais l'inverse. Là, 7 rappelle vraiment fortement que toute conscience est en changement, donc le monde physique est en changement. Il continue en disant « Nous pouvons être, selon vos termes, en plusieurs endroits en même temps, car nous comprenons la mobilité réelle de la conscience. Ils ont une meilleure connaissance de la conscience et donc appropriation, utilisation. Là, ils viennent de donner quelque part une sorte de super pouvoir qu'il obtient quand on est mieux connecté avec sa conscience, c'est de pouvoir être à plusieurs endroits en même temps. Ils disent exactement ça. Voilà, c'est ça. Nous pouvons être en plusieurs endroits en même temps grâce à la mobilité, finalement, de cette conscience. Il va préciser ça dans la phrase suivante en disant « À chaque fois que vous pensez à quelqu'un avec émotion, vous projetez à l'extérieur un équivalent de vous qui se trouve au-dessous du niveau de matérialisation, mais qui possède tout de même une forme définie. » Ce que je comprends de cette phrase, c'est que l'émotion, qui est donc très reliée à la conscience, il en parle vraiment à plusieurs endroits, en parlant de l'intensité de ce qu'on met. Dès le chapitre 2, il en parlait déjà beaucoup. L'émotion que l'on met dans un objet va modifier la manière dont l'objet se comporte. Et là, c'est de penser à quelqu'un, de créer une émotion suffisamment forte en pensant à quelqu'un, eh bien ça va créer une forme de nous, il y a une émanation de nous, mais bien sûr, on ne la voit pas, elle est en dessous du niveau de matérialisation. C'est comme si on n'était pas connecté sur la bonne chaîne. Il en parle à un moment donné, il fait la comparaison avec un poste de radio, par exemple. Toutes les ondes de radio, alors les ondes hertziennes, je sais même plus si c'est encore émis, c'est en train de disparaître, maintenant on passe tout au numérique. En tout cas, à un moment donné, la télévision c'était pareil aussi, donc les chaînes étaient envoyées sous forme d'ondes, donc on ne perçoit rien. Il suffit d'avoir le bon appareil, de le régler sur la bonne fréquence, et là on capte l'information qui devient perceptible directement. Donc à travers un appareil, ça redevient physique. Eh bien, nous fonctionnons comme ça, visiblement. Donc il y a une quantité d'informations phénoménales qui circulent autour de nous. Si on n'est pas connecté sur la bonne fréquence, tout simplement, on ne les capte pas. Là, on est capable, nous dit Seth, d'émettre. Tout ça est inconscient, c'est ça qui peut être perturbant. On est capable d'émettre une forme de nous-mêmes qui est juste en dessous d'un niveau suffisamment physique, matérialisé, palpable, mais qui a quand même une réalité, si on est connecté au bon niveau, et que cette forme est donc envoyée vers la personne à qui l'on pense. Et il précise ensuite, alors déjà, dans cette même phrase, il précisait qu'il y avait une forme définie, on était vraiment dans quelque chose de concret pour lui. Et il précise ensuite que cette forme, projetée à partir de votre conscience, échappe complètement à l'attention de votre ego. L'ego étant, si j'ai bien compris, la partie de notre moi qui est tournée vers la réalité physique et qui donc nous sert d'interface avec la réalité physique et notamment cherche à nous éviter d'avoir des problèmes dans la réalité physique. Donc c'est notre ego qui va créer des règles en disant attention, tu ne peux pas voler, donc ne te jette pas par la fenêtre, sinon tu vas tomber. Mais également le code de la route, si tu traverses en dehors d'un passage piéton, si tu regardes pas, tu risques de te faire écraser par une voiture. C'est cette interface qui nous dit attention, ça fonctionne, ça c'est dangereux. Et voilà, tant qu'on est dans la réalité physique, il y a certaines règles qui appartiennent à cette réalité physique.
Et là, eh bien, ce que dit Seth, c'est que la forme, elle est projetée, mais à un niveau tel que l'ego ne s'en rend pas compte. Donc c'est la conscience directement, c'est une partie qui n'est pas orientée vers la forme physique, puisque l'ego ne s'en rend pas compte, mais qu'on arrive quand même à envoyer. Donc il y a quand même une réalité, en tout cas dans ce que Seth explique, de cette émanation qui nous permet peut-être pas d'être à deux endroits en même temps, mais en tout cas d'avoir une partie de notre conscience qui est émise, qui est donc envoyée. La différence peut-être avec lui, c'est que lui va vraiment pouvoir envoyer sa conscience. Je pense que nous, on envoie juste une image de nous qui n'a pas de conscience, et je ne sais pas, ça dépend peut-être du niveau de maîtrise des sens internes qu'on a, mais on ne peut pas utiliser les sens à distance à travers cette forme, par exemple. Donc en tout cas, là, il vient nous dire que ça échappe à notre ego. Donc on est vraiment en dehors du monde physique. Lui, il dit, lorsque je pense à quelqu'un avec émotion, justement peut-être la différence, je fais la même chose, sauf qu'une partie de ma conscience, donc c'est bien ça, est incluse dans l'image et peut communiquer. Donc c'est la différence entre le fait de maîtriser sa conscience et ses sens internes également en partie, et de surtout de comprendre le fonctionnement. C'est ce qu'il disait au début. Voilà, comme nous savons finalement que la réalité physique est une entreprise de coopération, nous savons comment fabriquer les formes, et donc également des formes non physiques. Et là, il arrive à un tel degré de maîtrise qu'il peut envoyer une partie de sa conscience dans n'importe quelle forme, n'importe où. Donc c'est ce qui confirme ce qu'il expliquait avant par rapport au fait qu'on pouvait être à plusieurs endroits en même temps. Et cette partie peut communiquer, donc moi je comprends la communication dans les deux sens, émettre des informations et recevoir. Donc voilà, percevoir et informer. C'est donc une grande différence au niveau de la maîtrise. Et c'est ça qui montre l'évolution de toute conscience. Et c'est le propre de toute conscience de chercher à grandir, à évoluer, à modifier, c'est pour ça qu'on utilise notre créativité, y compris à utiliser de mieux en mieux les outils qu'on a à notre disposition. Au niveau du livre, Seth arrive à une pause, donc il le dit. Il est à cette heure-là, donc 21h37. Pour information, juste avant le début de la séance aujourd'hui, il était 21h27 dans le paragraphe avant que je reprenne le guidage. Donc 21h27, 37, donc voilà, en moins de 10 minutes là du coup. Jen sort rapidement de transe, commente Robert. Le bruit continue dans la maison. Si vous vous rappelez à la pause précédente, il l'indiquait déjà. Il nous a tous les deux gênés, mais elle est surprise qu'il se soit écoulé près d'une demi-heure depuis la pause précédente. À 21h56, cependant, assise et attendant de reprendre la transe, Jen dit « Ou bien je suis fatiguée ce soir, ou bien la maison m'énerve, mais c'est plus dur que d'habitude de m'y remettre. » Voilà, donc j'aime bien toujours citer quand même si ça appartient pas au livre en lui-même, mais Robert a choisi de mettre tous les commentaires dans le livre, même quand Seth disait voilà, vous pouvez arrêter ici la dictée, etc. Robert continuait toujours à noter ce qui donne le contexte de vie de Jen et Robert, et de comprendre en fait la simplicité dans laquelle se passait la manière dont le message est délivré par Seth. Un cadre assez banal où des fois il y a du bruit, comme moi ce soir, un camion de pompiers qui passe, il y a du bruit au-dessus, en dessous. Et tout ça, ça fait partie de leur quotidien, et les séances de transe ont été faites dans ce quotidien-là, dans ce cadre-là. Donc c'est pour amener aussi à quelque chose de très pragmatique, et moi ça me
j'allais dire rassure, je sais pas vraiment si c'est le terme, en tout cas, ça me plaît de voir que quelque chose qu'on peut considérer comme assez extraordinaire, comme une transe, comme ce qui s'est passé autour de Jen, bien que ce soit loin d'être la seule personne qui fasse des transes et de dicter des livres comme ça, mais en tout cas, c'est ramené dans un contexte très quotidien. Et la reprise se fait effectivement 2 minutes après, 21h58, Seth reprend la main, en précisant donc sur un nouveau paragraphe, les différents environnements sont des créations mentales de la conscience précipitées dans diverses formes. Les différents environnements sont des créations mentales de la conscience qui sont donc précipités, créés sous des formes physiques. Et c'est notamment, là je vous rappelle également, mais bon, voilà, vous pourrez aller voir le résumé du chapitre 2 si vous le souhaitez, j'en reparle à ce moment-là, mais c'est le fait que Seth n'a pas d'objet stable, fixe autour de lui, il les crée un peu au fur et à mesure. Et là, juste dans la phrase suivante, il explique quand même quelque chose d'assez étonnant par rapport à ça. Il dit « J'ai, par exemple, un cabinet de travail du XIVe siècle qui est ma pièce favorite et que j'aime beaucoup. » Donc c'est-à-dire qu'il a créé une ambiance complète. Alors je pense qu'il peut la défaire et la recréer autant de fois qu'il le souhaite, mais il est visiblement très attaché. Donc il a quelque part une petite partie, voilà, une pièce de la réalité physique qu'il a expérimentée à travers toutes ses existences, qui a particulièrement retenu son attention, ou peut-être même qu'il a recréé de toutes pièces, donc c'est pas exactement une pièce qu'il a vécue en tant que personnalité physique, terrestre, mais peut-être qu'il s'est inspiré d'une certaine ambiance au XIVe siècle, dans un endroit particulier, et il a voulu mettre les objets qui lui conviennent, sans doute une table, des chaises, voilà, une ambiance, une bibliothèque, peu importe, un contexte particulier dans lequel il se sent bien de manière physique, en sachant que c'est une de ses expérimentations. Il va préciser justement à la suite, en disant « Selon vos critères physiques, cette pièce n'existe pas. Et je sais très bien qu'il s'agit de ma propre production mentale. » Puisqu'il maîtrise toute sa production. Il est au courant. Et il ajoute « J'y trouve pourtant du plaisir. Et je prends souvent forme physique, donc lui-même, il s'incorpore, il trouve une forme physique qui lui convient, pour venir m'y asseoir et regarder la campagne par la fenêtre. » Donc là, ça paraît assez aberrant de se dire que une entité qui n'est plus du tout basée sur la réalité physique, qui n'a pas de corps en tant que tel et qui n'a pas de forme, un de ses passe-temps va être de recréer quelque chose qui n'est pas exactement physique pour nous, à nos yeux, c'est-à-dire que ça n'a pas les qualités suffisamment concrètes pour que nous le voyions, nous. Donc de notre point de vue, ce n'est pas quelque chose de physique, mais lui, il le matérialise à sa manière, à un certain niveau, qui doit être en dessous du niveau de matérialisation, pour passer en forme physique. Encore une fois, il précise, selon vos critères, selon vos critères physiques. Donc, il doit y avoir un décalage entre ce que lui considère comme physique et qu'il arrive à créer, puisqu'il dit qu'il prend une forme physique pour venir s'y installer. Donc il y a quand même quelque chose qui est plus matérialisé, plus dense, peut-être. Oui, c'est ça. C'est peut-être une histoire de densité de matière ou d'intensité d'énergie. Donc c'est plus dense que l'environnement dans lequel il est de manière générale. Et ça lui suffit, en tout cas, pour créer un espace particulier qui vient, comme je vous disais, d'un de ses souvenirs ou d'une création, peu importe. Et il éprouve un plaisir particulier à venir dans cette création-là. C'est comme si nous, on créait notre film et qu'on venait s'y installer. On sait que c'est un décor,
On fait ça au théâtre, hein, c'est une scène, c'est un décor. Dès qu'on regarde dans les coulisses, on voit que c'est vide. Dès qu'on regarde vers la scène, on voit qu'il y a des fauteuils et que la pièce n'est pas continue. Mais on fait croire qu'on est dans une pièce ou dans un environnement, peu importe, on peut être dehors, etc. Hein, on crée donc un cadre dans lequel on va jouer un rôle. Et ben, c'est ce que j'entends un petit peu dans le plaisir que Seth éprouve à créer sa propre pièce. Il met en place ces petits éléments, la fenêtre, le paysage, une chaise, etc. Et il y vient, ici à soi, et regarde la campagne par la fenêtre. Ça veut quand même dire que notre réalité physique qu'on est en train d'expérimenter a une valeur en tant que telle, une qualité qu'on ne retrouve pas dans la réalité non physique. Et que une entité qui a accès à beaucoup d'univers, de réalités différentes, avec, il en parle depuis le début du livre, de son environnement, tout en disant qu'il est beaucoup plus plaisant que ce qu'il a expérimenté quand il était en forme physique. Donc, malgré tout, il a accès à des choses extraordinaires, nous, de notre point de vue, mais un de ses passe-temps, il dit pas que c'est un passe-temps favori, mais une pièce favorite, et que j'aime beaucoup quand même, donc il y prend un certain plaisir de recréer la réalité physique pour y aller. Donc c'est vraiment, je pense, un message très fort de la part de Seth, il le dit à plusieurs moments dans le livre. Il faut qu'on accorde vraiment une importance à ce qu'on est en train de vivre dans ce monde physique. Nous nous sommes incarnés pour une raison réelle, importante, palpable, qui a du sens. Et il faut vivre justement cette réalité physique. Il y a un rôle. C'est bien peut-être de comprendre qu'on est en train de jouer un rôle, et du coup de voir peut-être comment s'en détacher quelque part. Alors c'est un mot assez galvaudé, on s'en sert beaucoup. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on est venu vraiment pour une sorte de mission. C'est nous qui avons créé quand même le cadre dans lequel on vient s'incarner pour comprendre quelque chose et mieux justement s'en détacher après. Mieux comprendre que ce n'est qu'une expérimentation. Je vais redonner un exemple que j'ai déjà donné, c'est un acteur, il joue plein de rôles, il joue plein de films. Eh bien, il faut qu'il garde la notion qu'il est qu'un acteur. Quand il est en train de jouer son rôle, il est à fond. Il y a le décor, il y a les autres personnages qui lui rendent sa réplique, et il le joue à fond. Et si y a quelqu'un qui lui tire dessus, même si c'est faux, il va faire semblant de mourir, il le joue. Si il a une partenaire dont il va tomber amoureux, par exemple si c'est un homme, ou une femme d'ailleurs, peu importe, s'il y a une relation où il est amoureux, le personnage le joue, le vit à fond, complètement. Et c'est ça qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire on le joue en gardant conscience qu'on est acteur. Et c'est ça la difficulté, je pense, quand on dit se détacher, c'est de continuer à vivre cette réalité et avoir tous les plaisirs que même Seth peut avoir dans cette vie-là, en sachant que c'est une création, que ce n'est qu'une histoire. Donc savourons l'histoire. Quand on lit un livre, on le lit à fond. Eh bien c'est pareil, savourons l'histoire. On ne sait pas, nous, là, concrètement, physiquement, comment ça va se terminer. Eh bien on continue à lire le livre. C'est ça qui nous amène à continuer à lire. Et on est à fond dedans. Et puis des fois, on referme le livre. Notamment quand on s'endort, quand on rêve, etc. On se reconnecte à qui on est réellement. Et on est en train de passer tout le temps de l'un à l'autre. Mais si on ne perd pas de vue que ce n'est qu'un rôle, ça ne doit pas nous enlever l'intérêt qu'on a à jouer. J'insiste beaucoup dessus parce que j'ai encore du mal à le dire avec des mots, à trouver vraiment une manière de présenter les choses. Ce n'est pas parce qu'on sait que c'est factice qu'on doit s'en désintéresser. Ou peut-être se suicider en disant c'est qu'un jeu, je me suicide, j'arrête la vie. Non, nous avons choisi d'y venir. Donc quelque part,
j'ai un doute, donc voilà, je ne suis pas sûr si c'est Seth ou un autre qui le disait, mais quelque part, de se suicider, c'est un peu un échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas joué le rôle jusqu'au bout. On s'est désintéressé du rôle qu'on avait expérimenté, on n'a pas su affronter les problèmes qu'on voulait vivre, hein, et qu'on ne peut expérimenter que dans la réalité physique. Hein. Il y a des questions physiques qu'on ne peut vivre et expérimenter que dans la réalité physique. C'est peut-être ça en fait. C'est pour ça qu'on vient. Nous venons ici pour apprendre comment notre conscience peut matérialiser les choses, et on le fait parce que dans la réalité physique, tout se passe de manière plus lente. Et une fois qu'on a compris ça, là c'est le moment de se dire, ok, j'ai appris, voilà, j'étais en maternelle, j'ai appris que dans un bac à sable on peut faire ci, on peut faire ça. Maintenant je vais passer à la classe supérieure. Et c'est ça en fait, c'est pas forcément se détacher, c'est comprendre qui on est, et que on a passé une étape, qui sera la vie physique, on a mis les bases en place du fonctionnement entre notre vie psychique et notre vie physique, de manière à ce qu'on soit apte, on ait acquis les capacités pour après se passer du monde physique. Je pense en fait c'est plutôt ça. C'est comme ça que je le comprendrai aujourd'hui en tout cas. Qu'il y a cet apprentissage à faire par rapport au monde physique. Il y a une base à comprendre par rapport à notre conscience qui va nous être utile pour la suite du programme. Voilà, je pense que c'est simplement ça. Je reprends après cette petite digression sur le fait que Seth donc crée sa petite pièce favorite. Il va continuer dans un paragraphe suivant en disant « Or, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites la même chose lorsque vous vous trouvez dans votre salon. » Là, tout de suite, je fais exactement comme Seth. J'ai créé ma pièce et les objets qui m'entourent avec ma conscience. J'ai mon paysage et voilà, j'ai tout ce qui convient par rapport à ce que j'ai envie de projeter. Et grâce à ce matériel, je fais maintenant des vidéos où on peut me voir tout du long. Mais je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte du fonctionnement. Je ne me rends pas compte de la manière dont ma conscience le fait. C'est ce qu'il me semble intéressant dans le message de Seth, en tout cas. Et je reste toujours dans l'idée qu'il disait depuis le début, il y a une partie intellectuelle à comprendre, à intégrer, et puis le reste, écoutez, c'est intuitif, donc voilà, on laisse faire, on essaie de voir, un petit peu comme dans Matrix, les bugs, le chat noir qui arrive 2 fois, qui fait la même chose, il y a un bug. Et c'est ça qui nous montre que la réalité physique, c'est quelque chose de bien ficelé, mais que ce n'est qu'une sorte d'interface. Donc il dit que vous faites la même chose dans votre salon, et pour l'instant vous êtes un peu limité. On pourrait se vexer avec une phrase comme ça, mais en tout cas, voilà, Seth nous dit, écoutez, déjà c'est pas mal, puisque vous êtes en fait dans le même fonctionnement que toute conscience. Vous êtes en train d'apprendre ça dans un certain cadre, le cadre limitant peut-être de la réalité physique, que on s'est imposé nous-mêmes, ce dont je parlais juste avant. Vous êtes un peu limité, mais c'est grâce à cette limitation qu'on peut apprendre. Je continue un peu la réflexion par rapport à l'utilité de la réalité physique. Dans une cours de récréation de maternelle, on va surveiller beaucoup plus les personnes que en primaire, qu'au collège, qu'au lycée, par exemple. Donc il y a une certaine limite. Ce qu'on peut faire va grandir avec l'évolution de la conscience. Et d'ailleurs, un enfant qui grandit, qui devient petit à petit adolescent, qui va vers l'âge adulte,
sa conscience évolue, grandit. Il a des capacités de plus en plus importantes. La capacité d'abstraction, il l'acquiert avec le temps. Donc il y a des éléments comme ça petit à petit qui vont se construire dans sa manière de penser, de réfléchir, de voir la manière dont il perçoit le temps, l'espace, la manière de réfléchir sur des sujets complètement abstraits. Ça devient de plus en plus construit avec le temps qui passe. Et je pense que nous, à notre échelle, on fait la même chose, simplement. À une échelle beaucoup plus large, comme si, voilà, je refais la comparaison, la réalité physique, ce serait juste la cour de récréation en maternelle, ou la maternelle, avec les cours qu'on a. Et donc c'est juste une toute première étape. Il continue en disant « Lorsque mes associés et moi-même nous retrouvons, nous traduisons souvent les pensées des uns et des autres en formes variées, par pur plaisir. » Donc là, il est toujours dans le jeu, un petit peu qu'il explique tout à l'heure. Donc un de ces jeux, c'était de créer des pièces physiques. Là, quand ils se rencontrent entre eux, eh bien, ils vont essayer de mettre des formes, de créer des formes, de convertir en forme les pensées, les idées des autres. Donc on est toujours dans cette même expérimentation, la conscience qui crée des formes. Physiques ou pas. Mais en tout cas, c'est le but de toute conscience, de venir en forme. Et bien là, ils le font, mais avec les pensées des autres. Et on a l'impression que c'est une forme de jeu, voilà, par pur plaisir. Alors, il utilise le mot de traduire, nous traduisons les pensées en des formes, voilà. Donc ça peut paraître un petit peu abstrait pour nous, oui, j'appelle ça un jeu, en tout cas un loisir comme ça, et quelque chose d'assez ludique de faire une traduction, comme si nous, effectivement, on venait auprès d'un artiste et on lui mettait une sorte de contrainte de création, en lui donnant un thème. Là, j'ai tout de suite une image qui me vient des matchs d'improvisation au théâtre, où les personnes ont quelques secondes pour mettre en place un scénario. À partir, des fois, c'est quelques mots, voilà, une chaussette bleue, voilà, vous avez 3 minutes. Des fois, c'est complètement spontané. Il y a plusieurs règles, je sais plus exactement là le fonctionnement des matchs d'improvisation. Des fois, ils vont être en équipe et ils ont peut-être 1 minute pour discuter un petit peu en eux, se mettre d'accord sur les rôles les uns des autres et le contexte qu'ils vont mettre en place. Des fois, ils sont tout seuls. Des fois, ils sont contre l'équipe adverse. Enfin, ils vont jouer ensemble, mais contre. C'est-à-dire qu'il faut réussir à dominer sous forme théâtrale la situation. Ou des fois, ils sont vraiment, voilà, équipe par équipe. Donc les différentes manières de rentrer, on a plus ou moins le temps de réfléchir, mais des fois le mot est juste lâché et la personne rentre et elle crée au fur et à mesure. C'est un petit peu ce que je verrais comme similitude avec la réaction de la proposition de Seth, en tout cas sur leur jeu. Donc quelque chose de très très spontané, et justement on dit souvent au niveau de l'improvisation théâtrale, voilà, on sait pas d'où ça vient, c'est qu'on est vraiment transporté, c'est quelque chose qui est assez loin, je pense, du mental. On peut le préparer, mais c'est vraiment beaucoup plus de l'ordre du lâcher prise et on va parler d'inspiration, hein, un artiste ma muse, l'inspiration, la bonne étoile, quelque chose qui le porte de l'intérieur, et qui serait donc assez proche, je pense, de soit des sens internes, soit en tout cas de la conscience qui est en nous. Et il dit d'ailleurs à la suite, il utilise le mot de jouer, justement, dans la phrase suivante. Nous jouons à un jeu qui demande une certaine maîtrise, dans lequel nous nous amusons à voir lequel d'entre nous traduira une pensée donnée dans le plus grand nombre de formes.
Voilà, donc c'est un jeu qu'ils peuvent avoir, une manière de passer le temps, de manière ludique. Comment, à partir d'une seule pensée, on peut créer le maximum de formes différentes. Alors là, ils disent pas forcément s'il y a un gagnant, mais on peut imaginer en tout cas, voilà. Nous amusons à voir comment on peut avoir le plus de formes possibles différentes à partir d'une seule même idée. Donc on voit qu'il y a quand même une sorte de... C'est pas forcément de la qualité, mais c'est de une quantité de formes. Et c'est un petit peu effectivement ce qu'on peut retrouver à notre niveau, comme disait un artiste peintre par exemple, qui va autour d'un thème, il va avoir une période par exemple, il va travailler autour d'un thème et faire plein de tableaux à partir de ça. Ou on peut avoir aussi des fois un peu des challenges créatifs, des personnes qui, je sais pas, en 24 heures, plusieurs artistes qui vont travailler sur le même thème. On leur donne un thème et puis ils vont comme ça, à partir de ça, créer quelque chose. Donc chacun va avoir sa propre création. Donc là, on n'est pas dans chacun qui a plein de créations, mais déjà si quelqu'un arrive à faire une création particulière à partir de la même idée, voilà, c'est en tout cas des formes de loisirs, je dirais, qu'on peut retrouver aussi dans notre réalité physique à notre manière. Il continue dans le paragraphe suivant en disant « La pensée est modifiée par tant de qualités subtiles, par tant de degrés dans l'émotion, que chacune est singulière. » Donc, là, il enchaînait bien, c'était la suite du paragraphe suivant, il parlait bien des formes. La pensée est modifiée par tant de qualités subtiles, par tant de degrés dans l'émotion, que chaque forme, c'est ma traduction, est absolument singulière. Robert note à ce moment-là que Jen, Seth, fait un sourire, et il continue en disant « Et, soit dit en passant, aucun des objets physiques de votre système n'a de réplique exacte. » Donc là, il fait la transition, comme il fait assez régulièrement, comment eux, ils vivent leur environnement, leur conscience, la création de formes, et comment ça se passe pour nous. On voyait un peu les similitudes et les différences, éventuellement. Donc là, il y a vraiment le fait de voir que il y a tellement de subtilité dans les degrés des émotions, on garde en tête qu'ils ont des émotions beaucoup plus développées que ce que nous on peut avoir, que ça crée des formes subtilement différentes. La liaison que Seth fait avec notre réalité physique, c'est de dire que aucun des objets physiques que vous avez autour de vous, que vous essayez de créer, n'a de réplique exacte. Je vais lire la phrase suivante avant de développer peut-être un petit peu. Les atomes et les molécules qui composent tout objet ont leur identité propre, qui colore et qualifie l'objet en question. Ça, c'est quelque chose qui était important, mais qu'on a déjà vu, je pense, si vous avez déjà écouté ou lu, en tout cas, le livre depuis le début, cette notion de dire qu'il y a une conscience dans chaque objet, et même dans chaque atome. Chaque atome a sa propre conscience, donc chaque molécule déjà a un ensemble de conscience qui forme sa propre conscience, donc nous-mêmes nous avons finalement un corps où chaque atome, donc molécule, donc cellule, a son propre fonctionnement au niveau de la conscience. Pourquoi il parle de nos objets physiques en disant qu'ils sont tous uniques? Je pense, moi j'ai tout de suite l'image de dire, justement, quand on essaie de les faire tous identiques, notamment dans des chaînes de production, l'industrie s'applique à essayer de créer des objets identiques. Parce qu'on veut des qualités particulières qui sont propres. Quand on crée des vis, on veut que toutes les vis, elles rentrent
si possible dans le même trou, dans le même pas de vis, qu'elles soient interchangeables, qu'on puisse utiliser le même tournevis pour toutes les vis. Quand on crée des voitures, on veut que toutes les voitures, normalement, aient le même moteur, le même fonctionnement, la même vitesse, la même solidité, etc. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est qu'on a beau avoir, effectivement, soi-disant créé le même objet, on essaie d'avoir, le même métal. Pour de la peinture, ça va être pareil, on va utiliser le même lot de peinture qu'on va diviser dans des pots, et finalement, au final, eh bien, chaque pot, il est absolument unique. Le mélange de peinture est unique. Chaque moteur de voiture, il est absolument unique. Et c'est pour ça qu'il y a des mauvaises séries, des mauvais modèles, des voitures qui vont tomber en panne, d'autres qui vont être fiables. Au-delà de la marque, de la gamme de voitures exactement. Il y a peut-être effectivement des gammes de voitures qui sont fabriquées avec pour réduire les coûts, il y a moins de matériaux, donc c'est plus fragile, etc. Mais la même voiture à qualité égale, si on en produit des milliers, on se rend compte qu'elles sont chacune à peu près uniques, qu'elles vont durer toutes une certaine distance différente, que la panne d'une voiture, si on la fait rouler très très longtemps, va être différente d'une voiture à l'autre, à entretien égal, à tout. Moi, c'est à ça que ça me fait penser, la réaction de Seth, quand il dit « Aucun des objets physiques de votre système n'a de réplique exacte ». Lui, il explique ça d'un point de vue conscience. Nous, on explique ça d'un point de vue matériaux, oui, le métal n'a pas été coulé de la même matière, oui, ça a créé une micro-fissure à tel endroit, oui, ça a peut-être été un peu affaibli parce qu'il y avait un choc, etc., etc. Seth parle toujours du côté conscience, invisible. Il nous ramène tout le temps notre point de vue de ce côté-là. C'est son angle d'approche. La conscience crée toute la réalité, donc l'origine de toute chose est la conscience. Donc c'est vraiment ça, inverse toujours notre fonctionnement, où nous on dit non, c'est physique, donc on cherche une réponse physique. Et c'est en ça que Seth apporte de la nouveauté. Il nous dit, mais non, tant que vous cherchez une réponse physique, eh bien vous ne trouverez pas la bonne réponse. Et donc lui, il parle vraiment, il a utilisé le mot d'identité propre de chaque atome ou de molécule. Il a déjà dit, si c'est avant ou après, je ne sais plus, à force de lire et relire les livres, je vous prie de m'excuser, mais c'est vrai que je ne sais plus forcément si j'en ai déjà parlé dans les guidages précédents ou si ça va venir plus tard. Mais en tout cas, il y a cette notion de dire que chaque atome, si je pense que ça, j'en ai déjà parlé au niveau des clous, il disait, mais c'est pas pour ça que vous allez dire bonjour à chaque fois que vous allez croiser un clou dans une charpente ou peu importe. Il y a de la conscience partout. Et c'est en fait, selon ce que Seth explique et ce que j'en comprends, c'est parce qu'il y a cette conscience-là, différente dans chaque objet, que l'objet va être différent. L'origine, en tout cas, est subtile, vient de la conscience et n'est pas physique. Écoutez, je vais faire une pause à ce moment-là. Comme je vous disais, j'ai essayé de faire un format, donc à la fois, donc comme vous voyez normalement, je me filme tout du long. J'espère que ça va fonctionner. Et en même temps, peut-être un petit peu plus court pour faire des vidéos qui soient plus faciles à suivre et pour pouvoir après passer peut-être en streaming sur un format peut-être d'1h30 ou peut-être d'1 heure avec des questions-réponses. Voilà, tout ça est un petit peu en réflexion de mon côté. Seth nous dirait peut-être que comme c'est en réflexion, la conscience l'a déjà conçu et que ça arrive petit à petit dans mon mental. Donc la réponse est déjà là, certainement. Il me reste à l'appliquer dans la réalité physique. Donc c'est peut-être une question de quelques jours ou semaines désormais, j'espère. Voilà, je vous reprends dans quelques instants pour la deuxième partie de cette séance. À tout de suite.